Bienvenue à ma deuxième vidéo de cette mini-série conçue pour vous aider à gagner en crédibilité et en confiance. Et peut-être même attirer davantage de clients grâce à la connaissance de la science des soins énergétiques. Au cas où vous auriez manqué la première vidéo, je suis le directeur exécutif de la CEP depuis 9 ans et je fais des recherches. J'écris sur les soins énergétiques depuis plus de 20 ans. Avant de démarrer cette vidéo, je veux remercier toutes celles et ceux qui ont posté des commentaires. Merci. Dans la dernière vidéo, nous avons abordé certaines idées essentielles. Voici un résumé. J'ai présenté l'importance de la création de récits scientifiques convaincants pour vous les praticiens. J'ai fourni un aperçu des recherches soutenant l'efficacité de la psychologie énergétique. Et je vous ai parlé des études scientifiques qui appuient les soins énergétiques prodigués avec les mains. Certaines personnes pensent qu'il n'y a pas beaucoup de science derrière la psychologie énergétique ou les soins énergétiques. C'est tout simplement faux. En fait, le corpus de recherche est tellement vaste que je peux à peine en effleurer la surface dans cette brève série. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer des faits en un récit scientifique exact et fascinant. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des conférences TED. Ce qui fait le succès de TED, c'est que l'accent est placé sans concession sur le fait d'aider les gens à traduire des faits individuels en une histoire captivante. Les histoires restent. On se souvient d'une histoire bien longtemps, après en avoir oublié les faits et les chiffres. Vous quitterez notre session aujourd'hui avec 3 superbes récits que vous pourrez utiliser pour démontrer que les méthodes de soins énergétiques sont efficaces et non pas du grand n'importe quoi. Allons-y. Voici quelque chose que vous devez savoir afin de pouvoir créer vous-même votre propre récit scientifique captivant. Tout d'abord, mettez-vous dans la peau d'un détective. Vous rassemblez des preuves. Et quelles sont les bonnes qualités d'un détective ? Le fait d'avoir l'esprit ouvert et curieux, d'avoir l'humilité d'un débutant, de faire attention aux détails et de poser les bonnes questions. Il est important de déterminer les objectifs du récit que vous voulez raconter, car c'est de ceci que dépendra le type d'étude que vous emploierez. Voici 4 objectifs communs au récit sur la médecine énergétique, la psychologie énergétique et les soins énergétiques. 1. Montrer que la bioénergie existe réellement. 2. Montrer que la bioénergie est liée à la santé. 3. Montrer que les techniques énergétiques ont un effet sur le corps. 4. Montrer qu'une technique énergétique spécifique est adaptée au traitement d'une pathologie particulière. Je vais vous montrer comment ça marche. Pour créer un récit scientifique convaincant, on peut s'y prendre de nombreuses manières différentes. Chaque récit a son scénario ou schéma narratif. Il est important d'identifier l'idée que vous voulez défendre. On peut dire qu'il s'agit de l'hypothèse de base. Ce scénario peut s'agencer simplement en 2 étapes, ou prendre jusqu'à 5 étapes. Permettez-moi de vous montrer ce que je veux dire. Dans la version complète en 5 étapes, l'étape 1 est une étape préliminaire. Comment savoir quelles études peuvent vous être utiles ? Il vous faudra isoler votre argument principal. Servez-vous de cette étape préliminaire pour vous aider à trier les données. Dans la vidéo 1, nous avons parlé de l'idée que la bioénergie peut se transmettre par les mains. Ensuite, à l'étape 2, il vous faut trouver une étude qui appuie votre hypothèse. Nous avons parlé de l'étude faite par Gary Schwartz, qui a mis en évidence le fait que les oscillations par seconde de l'énergie qui se dégageait des praticiens d'énergie changeaient de façon significative lorsque ceux-ci effectuaient un soin. Lors de la 3e étape, vous devrez déterminer dans quelle mesure les résultats de l'étude sont significatifs. Dans le cas de l'étude de Gary Schwartz, ils étaient très significatifs, de l'ordre d'une chance sur 1 million. La 4e étape va vous permettre d'aller plus loin, en approfondissant le côté scientifique. Cette étape va vous permettre de décrire comment l'étude contrôle les variables externes ou qui interfèrent et qui pourraient expliquer les résultats. L'étude contrôle-t-elle l'effet placebo ou d'autres variables ? Dans l'étude de Gary Schwartz, ils ont comparé de véritables praticiens énergétiques avec de faux praticiens. Pour autant qu'on le sache, le fait de simplement lever les mains pourrait changer les oscillations, mais ce n'était pas le cas. 5e étape, vous devrez examiner la signification de l'étude ou son résultat principal. En réalité, cette étape est une déclaration de vive voix de la première étape, du fait que vous aurez choisi cette étude car celle-ci appuie votre idée principale. Selon votre contexte, vous voudrez peut-être condenser cela en une phrase clé. Dans notre exemple, cela pourrait être: on peut mesurer une différence significative dans les cycles par seconde d'énergie provenant des mains des praticiens en soins énergétiques pendant le traitement. Ou, pour faire plus court,
On peut mesurer l'énergie qui émane des mains des praticiens en soins énergétiques. Voilà donc une version pour décrire une seule étude. Et si nous souhaitions rassembler plusieurs études pour démontrer ce que nous voulons dire? Sur cette diapositive, nous avons condensé une version horizontale et nous l'avons mise sur un axe vertical. Sur cette diapo, nous voyons 3 études et vous pouvez soit passer par chaque étude en construisant votre argument point par point, soit vous pouvez les résumer ou les condenser. Dans la première vidéo, j'ai utilisé l'approche du résumé pour parler des résultats de la recherche pour la psychologie énergétique. Pour ce qui concerne l'encadré supérieur, nous avons dit qu'il y avait un total de 82 études mesurant les résultats. Nous avons abordé l'encadré des variables, puis nous avons dit que 43 de ces études étaient des essais contrôlés et randomisés. Et l'objectif de ces essais contrôlés et randomisés est de contrôler des variables externes. Nous avons condensé les résultats statistiques en indiquant que 98% d'entre eux ont trouvé des résultats significatifs. Comme nous résumions, nous sommes passés directement à la phrase clé. La psychologie énergétique est une approche de traitement efficace. Lorsque vous créez un récit pour communiquer des idées, vous n'êtes pas obligé d'aborder tous les encadrés pour chaque étude. Vous pouvez sélectionner les encadrés et mieux adapter à la construction de votre récit. Comme dans toutes les traditions de récit, vous n'êtes pas obligé d'aller du haut vers le bas, de gauche à droite de façon linéaire. Un bon récit a du suspense ou du drame. Vous pouvez le raconter dans n'importe quelle direction. Mais honnêtement, si vous essayez de communiquer une histoire convaincante à un public, vous pouvez réduire ce processus à 2 étapes seulement. Étape 1, commencez par énoncer le titre. La psychologie énergétique présente des données probantes en matière de traitement du traumatisme. La deuxième étape résume les résultats significatifs de l'étude unique ou dresse un récapitulatif des résultats significatifs. On recense 82 études publiées dans des revues à comité de lecture. 43 de ces études étaient des essais randomisés contrôlés. 98% de ces 82 études ont donné des résultats significatifs. On recense désormais 4 méta-analyses soutenant les thèses de l'APE. Supposons que vous deviez justifier votre position en vous y prenant étape par étape. Vous pouvez transformer le protocole en 2 étapes et un protocole en 3 étapes, en répétant ce processus pour chaque étape supplémentaire de ce parcours narratif. Vous verrez ce que je veux dire plus tard dans cette vidéo lorsque je parlerai des études de Dean Radin sur la conscience. Examinez les récits scientifiques présentés sur cette vidéo. Remarquez qu'ils suivent ce protocole. Enfin, j'ai récemment filmé une conversation de Lynn McTaggart. Quel auteur! Et devinez ce que j'ai remarqué. Au fur et à mesure qu'elle avance dans ses récits, elle présente argument après argument en suivant le protocole en 2 ou 3 étapes à la lettre. C'est super efficace. Si cette méthode est efficace pour Lynn, pourquoi ne le serait-elle pas pour vous? Donnons vie à ces idées. Voici à titre d'exemple 3 récits importants appuyés par des recherches scientifiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Voici notre première prémisse ou hypothèse, si vous avez l'esprit scientifique. La guérison par l'énergie est un phénomène réel. Y a-t-il des preuves scientifiques en faveur de cette affirmation? Pour ça, oui, il y en a. Je n'ai pas le temps de vous parler que de quelques études, donc nous nous pencherons brièvement sur des expériences portant sur des souris. Les scientifiques utilisent des animaux car cela leur permet de prendre des mesures physiques réelles dans un environnement contrôlé. Des scientifiques ont étudié la guérison par le Reiki chez des souris, en mesurant les changements physiologiques liés au stress chez les souris. Le stress crée une très subtile hémorragie interne dans l'intestin. Vous pouvez la voir dans les zones blanches sur l'image. Ils ont séparé les souris en 2 groupes et les ont stressées en les exposant à un bruit fort. L'un des groupes fut soigné par le Reiki et l'autre pas. Chez le groupe traité, l'hémorragie était beaucoup plus faible. Mais peut-être que cela n'avait rien à voir avec le Reiki. Peut-être que c'était simplement lié à la présence humaine auprès des souris, me direz-vous. C'est un bon raisonnement. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les chercheurs avaient aussi un groupe de souris qui avait reçu un faux traitement Reiki, dispensé par des gens qui se comportaient comme s'ils faisaient du Reiki, mais qui ne savaient même pas comment ça marche. Les souris traitées par les vrais praticiens Reiki s'en sont beaucoup mieux sorties que celles qui recevaient le faux traitement. Bon, c'est intéressant, soigner les effets du stress est important. Mais qu'en est-il des problèmes plus conséquents comme les cancers par exemple? Une série d'études, utilisant également des souris, a été menée avec une méthode de traitement par les mains appelée méthode Bengtson. Un cancer mammaire a été inoculé à des souris.
Jusqu'aux expériences avec la méthode Benson, aucune souris de laboratoire avec un cancer n'avait survécu plus de 27 jours. Cependant, celles qui reçurent les soins énergétiques guérirent complètement et atteignirent l'âge de leur espérance de vie naturelle. Cette expérience a été répétée un grand nombre de fois avec de nombreuses personnes différentes, guérissant des souris dans de nombreuses facultés de médecine aux 4 coins des États-Unis. Les mécanismes à l'œuvre ne sont pas encore connus, mais il existe de bons éléments de preuve étayant le fait que certains types de cancers peuvent être guéris par des soins énergétiques donnés par les mains chez les souris. Notre phrase clé ici est donc « la guérison énergétique est un phénomène réel ». Nous venons de donner 2 grands exemples et nous avons développé notre récit. Mais creusons un peu plus. Je viens de discuter avec Bill Bankston. Il travaille sur quelque chose de vraiment incroyable. Non seulement les chercheurs de son équipe pratiquent les soins énergétiques par les mains pour guérir les souris, mais lorsqu'ils prélèvent le sang de souris guéries et le donnent à d'autres souris cancéreuses, ces souris guérissent aussi, même sans jamais recevoir de soins énergétiques directement. Autrement dit, un jour, on pourra peut-être inventer un sérum anti-cancer issu de l'énergie. Voici un conseil avancé, mais néanmoins simple. Quand vous parlez avec les gens, quand vous parlez d'un sujet, ne les martelez pas de faits et n'en faites pas trop pour vendre votre idée. Racontez cette histoire, détendez-vous et laissez-les répondre. Ou contentez-vous de dire « c'est intéressant, n'est-ce pas ? Vous aurez planté les graines, laissez-les pousser. » Passons maintenant à un autre récit qui est souvent pertinent dans le cadre de beaucoup de méthodes thérapeutiques énergétiques. La conscience et l'intention ont-elles une importance? Ont-elles un effet réel sur les choses? Y a-t-il une branche de la science qui puisse démontrer que l'intention a un impact tangible sur l'état physique du monde? Ce concept est crucial pour beaucoup d'idées et en particulier pour celles qui impliquent le traitement à distance par l'énergie. Dean Radin et ses collègues de l'Institut des sciences noétiques ont réalisé une étude fascinante sur la question. Il existe un phénomène bien connu en physique quantique appelé la dualité onde-particule. Ce phénomène a été mis en évidence à de nombreuses reprises par l'expérience des 2 fentes. Si l'on projette un faisceau lumineux à travers 2 fentes sans que personne n'observe, on obtient un motif lumineux correspondant aux ondes projetées. Si vous faites la même expérience en observant la lumière, vous obtiendrez un motif différent. La lumière se comporte alors comme si elle était faite de particules. Le fait d'observer l'expérience modifie donc la nature physique du phénomène au niveau quantique. C'est là la version standard de cette expérience. Radin et ses collègues ont mené la même expérience, mais dans une boîte hermétique, la rendant impossible à voir. Au lieu de faire observer l'expérience par leur sujet, ils leur demandèrent d'imaginer qu'ils l'observaient. Autrement dit, ils leur demandèrent d'observer l'intérieur de la boîte dans leur tête. Résultat des courses, en n'utilisant que leur intention, les gens pouvaient modifier le déroulement de l'expérience et faire passer la lumière d'un comportement d'onde à celui de particules. Vous vous dites peut-être, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'attention et l'intention peuvent changer la réalité au niveau quantique. Portons ce scénario plus loin. Cette expérience a été réalisée en demandant à des sujets situés aux 4 coins du monde de focaliser leur attention sur l'intérieur de la boîte. L'effet n'a pas été diminué avec la distance. Nous avons donc là une expérience de physique qui tente à montrer que l'intention et la pensée peuvent avoir un impact sur la réalité, même à distance. Examinons notre récit en construction. 1. Nous pouvons formuler notre phrase clé sous forme de question. La conscience et l'intention peuvent-elles influencer ce monde matériel? 2. Preuve 1. L'intention influe sur les effets quantiques. 3. La preuve 2 est une extension de la preuve 1. Ces effets d'intention ne sont pas affectés par la distance, ce qui démontre qu'ils ne sont pas locaux. 4. Cela suggère la possibilité d'une nouvelle phase clé. Il existe des preuves qui soutiennent la possibilité de guérison à distance. D'autres preuves attestent du fait que la conscience et l'intention peuvent modifier le réel. Mais nous allons passer maintenant à notre 3e sujet, les mécanismes d'action de la psychologie énergétique. Certains chercheurs commencent à découvrir des mécanismes qui pourraient expliquer l'action de la psychologie et de la médecine énergétique.
Les personnes ayant l'esprit scientifique veulent savoir deux choses. D'une part, existe-t-il des données montrant que quelque chose fonctionne? Et, d'autre part, quels sont les mécanismes expliquant son fonctionnement? Une grande partie des techniques de médecine et de psychologie énergétique se basent sur les méridiens. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, l'un des gros problèmes de notre discipline est que personne n'a pu identifier les structures corporelles des méridiens. Or, des recherches menées récemment en Asie ont mis en évidence l'existence d'un système circulatoire qui semble correspondre anatomiquement aux méridiens d'acupuncture. Il s'agit du système primo-vasculaire ou SPV, dont l'existence a été richement documentée dans le cadre d'études menées en Corée du Sud. L'existence de ces minuscules vaisseaux n'a pu être confirmée que récemment grâce à la découverte d'une teinture bleue les rendant visibles. Il s'avère que le système primo-vasculaire semble être, entre autres, un canal optique pour les émissions de biophotons. Cette dernière partie va peut-être vous époustoufler. Dans l'un de leurs articles, les auteurs ont conclu que cette transmission de biophotons dans le système primo-vasculaire de la lumière pourrait bien être la mystérieuse énergie vitale que la médecine traditionnelle chinoise appelle le qi. Donc, si quelqu'un vous dit « Personne n'a trouvé de méridien dans le corps », vous pouvez désormais répondre « Vos informations sont obsolètes. On a récemment découvert certains aspects physiques des méridiens. Ça s'appelle le système primo-vasculaire. » Voici une dernière et belle histoire scientifique. Nous pouvons maintenant affirmer qu'il existe des preuves que les approches de la médecine énergétique agissent en influençant l'expression des gènes. Dawson Church et Garrett Yunt ont récemment effectué une étude de l'expression des gènes avant et après un traitement d'EFT. L'étude portait sur un groupe de 16 anciens combattants, dont la moitié a été traitée directement et l'autre moitié a été traitée après une période d'attente. Il s'est avéré que l'expression de plusieurs gènes avait été modifiée par l'EFT. Les gènes liés au système immunitaire et à ses réactions étaient activés, tandis que ceux liés aux réflexes inflammatoires étaient désactivés. Il semblerait donc que l'EFT constitue une intervention épigénétique. Souvenez-vous des nouvelles études dont je vous ai parlé dans la première vidéo. On a trouvé des cellules du système immunitaire dans le cerveau et découvert que ces cellules pouvaient influencer le comportement. Pouvons-nous faire le lien avec les travaux du Dr Church? Selon ces études, le cerveau et le système immunitaire sont connectés. Des études connexes montrent que tout changement affectant la façon dont le système immunitaire répond au stress modifie le comportement pour le meilleur ou pour le pire, au moins chez les souris. Nous savons que l'EFT réduit le stress et nous avons désormais la preuve que le tapping améliore la réponse immunitaire. Nous pouvons donc désormais faire l'hypothèse que peut-être l'un des circuits supplémentaires responsables du succès de la psychologie énergétique se trouve dans l'interaction entre le système immunitaire et le cerveau. Plutôt fascinant, non? Rien n'est sûr. Nous n'en sommes qu'aux prémices. C'est une aventure, un mystère. On ne s'ennuie jamais quand on fait des sciences. For example, these glands may produce tears. That's common in emotional responses. Permettez-moi de vous raconter une autre petite anecdote vraiment intéressante. Dans la première vidéo, j'ai mentionné qu'en 2015, des chercheurs ont découvert des vaisseaux lymphatiques jamais vus dans le cerveau. C'est parce que, par le passé, on faisait des recherches en découpant les parties du cerveau et en les plaçant sur des lamelles différentes. Il s'avère que les chercheurs ont détruit les preuves. Ces nouveaux chercheurs ont laissé le tissu entier et l'ont placé sur une lamelle. Un point pour l'équipe holistique. Il y a tellement de choses dont je pourrais vous parler, mais je suis conscient que vous avez pour la plupart un emploi du temps très chargé. Je voulais que cette vidéo soit aussi succincte que possible afin que vous soyez sûr de pouvoir la visionner et de vous informer sans plus attendre. Rappelez-vous de la praticienne lors de cette fameuse soirée dans la dernière vidéo, celle qui ne savait pas comment répondre à la question du médecin. Mettez-vous à sa place maintenant. Vous êtes à la soirée et un médecin vous demande avec grande curiosité quelles études ont été faites pour démontrer l'efficacité des soins énergétiques. Et maintenant, vous allez pouvoir lui raconter certaines de ces histoires. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Ce ne sont pas les recherches passionnantes qui manquent. Mon objectif avec ces 3 vidéos est de vous donner des bases, un point de départ.
Cette mini-série gratuite n'est disponible que pendant une durée limitée, car nous sommes en cours de préparation de notre formation complète sur la science des soins énergétiques. Donc, lorsque vous recevrez notre email sur la prochaine vidéo, allez vite la visionner. Juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez une partie commentaires. J'aimerais vous entendre dire comment la narration de l'histoire des soins énergétiques, comme je l'ai exposé ici, vous aura été utile pour vous procurer davantage de références. Parlez avec les personnes sceptiques ou vous aider à gagner en confiance en collaborant avec d'autres professionnels. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à vouloir savoir ce que vous avez à dire. Ajoutez vos commentaires ci-dessous. Je suis impatient de les lire et je promets que nous y répondrons. Dans la prochaine vidéo, vous allez en savoir plus sur la mise en pratique de ces connaissances, y compris les pièges à éviter et la façon d'aborder les questions difficiles. En attendant, dites-moi comment savoir raconter l'histoire de la science des soins énergétiques vous aura été utile.